Bonjour à tous. Donc enchanté pour ce rendez-vous aux 50. Alors, on attend Vital qui n'est pas encore arrivé, donc on va quand même commencer pour ne pas trop faire patienter toutes les personnes qui sont là ce soir et on vous remercie également en visioconférence. Donc sur ce thème qui est central pour les experts comptables, donc la responsabilité civile. Il y a énormément de choses à dire. Nous, au niveau du service déontologie, on est très souvent sollicité sur des questions de responsabilité civile. Voilà, donc ce soir, pendant une heure et demie, on va échanger sur ce sujet donc avec Maître Augustin Robert. Oui, bonjour à tous, je suis avocat au barreau de Paris et spécialisé dans la défense des professionnels du chiffre, experts comptables et commissaires aux comptes, lorsque leur responsabilité est mise en cause, que ce soit dans les juridictions civiles, pénales ou disciplinaires, la Chambre régionale de discipline pour les experts comptables et la H2A pour les commissaires aux comptes. Et je suis également l'auteur d'un manuel sur ce sujet, sur la responsabilité des experts comptables et commissaires aux comptes, et de divers articles. Et j'interviens toujours avec plaisir en collaboration avec le Conseil régional de l'ordre. Merci beaucoup. Me concernant donc Thomas Bidou, responsable donc du comité de déontologie de l'ordre, et donc également donc Vital Saint-Marc qui est le président du comité déontologie de l'ordre. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Maître Robert, pour parler effectivement directement du contenu de ce rendez-vous aux 50. Le thème qui va nous occuper ce soir, c'est la responsabilité civile de l'expert comptable. La responsabilité civile, elle a pour but de réparer le préjudice que peut avoir causé la faute de l'expert comptable. Autrement dit, elle doit avoir pour but de replacer la victime dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'expert comptable n'avait pas commis de faute. On reviendra sur la caractérisation du préjudice. Comme l'indique la slide, la responsabilité de l'expert comptable, elle est contractuelle vis-à-vis de son client, par qui il est lié par un contrat, la lettre de mission. Et son client peut engager la responsabilité, mais elle est aussi délictuelle vis-à-vis des tiers au contrat, que ce soit un créancier, un fournisseur, le mandataire liquidateur qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers et qui peut considérer que le manquement de l'expert comptable, le manquement contractuel de l'expert comptable lui a causé un préjudice alors qu'il est lui-même tiers au contrat. Je vais... Bon, je te laisse continuer. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. La parole, Vital, pour la suite de notre intervention. Sur la responsabilité civile, là, donc de l'expert comptable, quand est-ce qu'elle peut être recherchée? Globalement, quand on fait une faute. Donc, je serais tenté de dire, la première chose, c'est lorsque l'on ne respecte pas un élément qui était prévu dans l'aide de mission, qu'on l'ait faite ou qu'on ne l'ait pas faite. Puisque si on n'a pas fait l'aide de mission, je pense qu'on a une responsabilité qui est complètement étendue, puisqu'elle sera en fonction de ce que un juge pourra décider de la mission qu'on devait faire. Et puis, bon, il y a les opérations que l'on peut réaliser dans le cadre de la mission et sur laquelle on aurait donc des erreurs qui auraient été commises, qu'on connaît forcément. On parle bien que de la responsabilité civile et pas d'autres responsabilités. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, l'obligation de moyens, l'obligation de résultats. Il y a toujours, je me souviens quand j'étais très jeune, donc il y a longtemps, il y avait toujours débat là-dessus. En fait, on a, de façon générale, moi, j'estime qu'on a une obligation de moyens, mais qui se transforme en obligation de résultats lorsque le client nous donne les éléments qui nous permettent de bien faire quelque chose. Donc, on a une obligation de moyens générale, une obligation générale de moyens, et lorsque les éléments qui nous sont donnés sont des éléments qui nous permettent de faire quelque chose de juste, l'obligation de moyens se transforme en obligation de résultat. Oui, et la justification de cette distinction, enfin le critère qui permet de distinguer les deux, l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, c'est la présence d'un aléa. Dans votre mission de présentation des comptes ou de tenue de comptabilité, vous procédez non pas à une vérification exhaustive de la comptabilité, mais conformément à la norme professionnelle 2300, à un contrôle par épreuve des pièces justificatives. Or, le contrôle par épreuve, par sondage, il laisse nécessairement subsister une part d'aléa.
Et la conséquence qu'en tire la jurisprudence, c'est que dans ces conditions, vous n'êtes tenu qu'à une obligation de moyens, c'est-à-dire vous n'êtes tenu qu'à l'obligation de faire votre travail correctement selon les normes et conformément à ce qu'aurait fait un professionnel normalement prudent et diligent. Ça, c'est le cas général, effectivement. Et la conséquence en termes de preuve, elle est décisive, puisque dans un litige, il ne suffit pas au demandeur de rapporter la preuve que les comptes étaient irréguliers ou que les détournements n'ont pas été décelés. Il lui faut apporter la preuve que vous n'avez pas respecté votre obligation de moyens, que vous ne vous êtes pas comporté comme un professionnel normalement prudent et diligent. Mais comme l'a dit Vital Saint-Marc, l'obligation de moyens, elle se mue parfois, dans certaines situations, en obligation de résultat. Et il en est ainsi, en premier lieu, de l'obligation de déclarer et de transmettre les déclarations fiscales dans le délai requis par l'administration fiscale. Là, vous êtes tenu par une obligation de résultat. La conséquence en matière de preuve, elle est simple. Elle est le symétrique de ce que je disais par rapport à l'obligation de moyens. Il suffira au demandeur de montrer que la déclaration fiscale n'a pas été déposée dans le délai pour que soit engagée votre responsabilité. Et pour être tout à fait complet, entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat, on peut avoir une étape intermédiaire qui est l'obligation de moyens, qu'on peut qualifier d'obligation de moyens renforcée, qui concerne les déclarations fiscales, mais non pas le délai, mais la conformité de la déclaration fiscale. La jurisprudence considère que l'expert comptable qui accepte de faire une déclaration fiscale, il doit s'assurer de la conformité de cette déclaration à la législation fiscale. Et en cas d'erreur, en cas de déclaration fiscale non conforme, la responsabilité de l'expert comptable est présumée, sauf s'il peut démontrer que le caractère non conforme s'explique par un élément extérieur. Et en pratique, on voit mal ce que peut être cet élément extérieur, sauf, et on reviendra sur ce point, un défaut de coopération du client, un défaut de transmission des pièces par le client, mais on reviendra sur ce point ultérieurement parce que c'est important et il y a des règles pratiques à bien respecter. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel l'expert comptable est tenu à une obligation de résultat, c'est l'expert comptable rédacteur d'actes. L'expert comptable rédacteur d'actes, et c'est particulièrement dangereux, il doit s'assurer de la régularité de l'acte. Celui qui rédige un acte de cession de fonds de commerce, il doit s'assurer qu'il a sollicité le consentement du bailleur à la cession. S'il ne l'a pas fait, sa responsabilité est automatiquement engagée. Je rebondis parce que ça me fait penser à une chose, c'est que la première des choses à laquelle il faut faire attention pour éviter une mise en responsabilité, c'est bien de respecter les règles de manière générale de déonto, et j'ai coutume de dire qu'elle se résume bien dans la maxime de l'ordre, science, indépendance, conscience. Donc la première des choses, quand on rédige un acte, c'est de s'assurer qu'on a la science pour le faire, qu'on a les moyens et qu'on ne va pas partir dans des aléas qu'on ne maîtrise pas. Alors les signatures. Évidemment, quand on a un cabinet d'expertise comptable dans lequel on est expert comptable indépendant, ce problème-là ne se pose pas puisque l'expert comptable a forcément la signature sociale et il a nécessairement la signature technique sur les missions qui relèvent de l'article 2 de l'ordonnance, c'est-à-dire les missions de prérogatives d'exercice. Là où la question se pose, c'est lorsque l'on est, et il y en a de plus en plus, en structure d'exercice associatif, on peut dire. Lorsqu'on est dans le cadre d'une société dans laquelle il y aurait plusieurs personnes qui travailleraient. Celui qui a normalement la signature, c'est le dirigeant. Donc, il a la signature sociale et il a la signature pour engager la société. Donc, il doit donner des pouvoirs, des délégations de signature, à la fois pour la signature sociale. Donc là, en théorie, on peut donner la délégation de la signature à toute personne, que la personne soit associée ou non associée, qu'elle soit diplômée d'expertise comptable ou pas. Pour la signature sociale, j'engage la structure. Par exemple, j'engage la structure lorsque je signe une lettre de mission. Pour autant, lorsque je réalise la mission, je dois être le responsable, enfin, celui qui engage la société et le responsable de mission, c'est celui qui a reçu la délégation par le dirigeant de la structure de pouvoir être responsable de mission sur la mission particulière. Et là, on distingue deux types de missions. Il y a les missions de prérogatives d'exercice, pour lesquelles celui qui reçoit la signature technique est nécessairement un expert comptable, pas un diplômé d'expertise comptable, quelqu'un qui est inscrit à l'ordre
Et puis, il y a les autres missions qui ne relèvent pas de la prérogative d'exercice, notamment celles qui sont dans l'article 22, mais celles qui sont également les dernières de l'article 2, c'est-à-dire par exemple les déclarations fiscales, pour lesquelles on peut confier une délégation de signature à toute personne qui aurait la science, la capacité à faire la mission. Que cette personne, encore une fois, soit associée ou non, expert comptable ou non, diplômé d'expertise comptable ou pas. D'accord? Donc, il y a la signature sociale et puis il y a la signature technique. On retient que la signature technique, je la confie nécessairement à quelqu'un qui est expert comptable lorsqu'il s'agit d'une prérogative d'exercice. Dans le doute, si vous avez un doute, vous confiez la délégation à des associés qui sont experts comptables. Ouais, l'importance de l'aide de mission, alors je rebondis à ce qu'on disait précédemment, c'est que en fait, on a coutume de dire d'abord, il faut savoir que la lettre de mission, c'est pas neuf. Ça a été pensé sous la mandature d'Édouard Salustro, 79-83, pour vous dire que ça avait quand même quelques années. Et on se bat toujours avec des lettres de mission, voire avec des lettres de mission trop anciennes. J'aime bien raconter une histoire à ce sujet qui est arrivée il y a longtemps, un de mes associés, qui avait une lettre de mission. Et la mission n'avait pas bougé. Je crois que la lettre de mission avait quelque chose comme 11 ans. Mais la mission n'avait pas évolué, donc il n'était pas en contravention avec les règles de l'ordre. Sauf que les prix avaient évolué, et à un moment donné, il y a eu fâcherie entre le client et puis mon associé. Et mon associé s'est pas laissé faire, donc il a engagé des recours au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce a condamné le client à payer les honoraires, mais sur la base de la lettre de mission. C'est-à-dire les honoraires d'il y avait 11 ans, donc on a remboursé de l'argent. C'est assez amusant, c'est assez vieux comme décision, parce que ça, je parle de ça, c'était les années 2000, mais c'est assez instructif pour dire que la lettre de mission, c'est quand même quelque chose d'excessivement important, parce que ça protège le cabinet, ça délimite la mission, ça permet de dire qu'en fait, le client a des obligations. Il a l'obligation de nous transmettre les informations dans des délais raisonnables pour que l'on puisse faire notre mission, et quelle que soit la mission d'ailleurs. Pardon ? Pourquoi c'est plus dur ? Alors on me pose la question parce que je ne sais pas si on l'entend dans le web. Si depuis que les décrets ont été modifiés en 2012, les articles ont changé, est-ce que c'est plus compliqué pour l'expert ? Non, parce qu'en fin de compte, vous avez le code de déontologie. Il est accessible pour tout le monde. Vous avez le site, alors il est un peu, pas forcément très facile d'utilisation, mais le site du Conseil national des experts comptables est assez bien fait sur la partie normative et très bien fait pour trouver une lettre de mission qui est globalement assez bien faite, même si on peut la compléter. Et je ne dis pas qu'Augustin Robert nous expliquera comment on peut compléter la lettre de mission pour pouvoir limiter les cas de responsabilité. Mais la lettre de mission est quelque chose d'impératif. Non pas parce qu'elle est obligatoire, mais parce qu'elle nous protège. Effectivement, et je voudrais insister sur ce point parce que dans le cadre judiciaire, c'est la première question que va se poser le juge. Puisque lorsque un demandeur engage votre responsabilité, il va prétendre que vous n'avez pas exécuté vos obligations. Et le juge va donc se demander en premier lieu si l'obligation prétendument inexécutée entrait dans le champ de votre mission. Et donc, il va se référer mécaniquement, automatiquement, à la lettre de mission. Parce qu'en l'absence de lettre de mission, ça va être plus compliqué. Il va essayer de déterminer l'étendue de votre mission au vu des correspondances échangées avec les clients, au vu du libellé des notes d'honoraires, et on entre dans une situation floue qui est porteuse de risques pour vous. Je cite quelques exemples en jurisprudence. Cour d'appel d'Agen, 12 octobre 2022, l'expert comptable n'est pas fautif lorsque les inexactitudes portent sur les déclarations mensuelles de TVA qui ne faisaient pas partie de sa mission et qui étaient établies par le client. Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2024, un préjudice lié à des opérations d'apport ne peut pas avoir été causé par une faute de l'expert comptable dès lors que ces opérations n'entraient pas dans sa mission. Et donc, c'est vraiment la première chose. Alors, non seulement ça vous protège en matière de responsabilité, ça vous protège également, comme l'a dit Vital Chamard, en matière de réclamation d'honoraires, parce que moi, je suis saisi par certains de vos confrères qui ont laissé
s'accumuler un arriéré d'honoraires sur 1 an, sur 2 ans, de 70 000, 90 000 euros, et qui m'expliquent ensuite qu'ils n'ont pas signé de l'aide de mission parce qu'ils l'ont envoyée au client et qu'elle n'est jamais revenue, donc, et qu'ils leur faisaient confiance à l'époque. Et là, on se retrouve dans des grandes difficultés. Je ne dis pas que ça prive l'expert comptable du droit à sa rémunération, parce que la Cour de cassation a jugé le contraire. Elle a jugé que l'absence de lettre de mission ne privait pas l'expert comptable de son droit à rémunération. Mais on a un sérieux problème pour recueillir, enfin, pour montrer l'accord du client sur l'auto-horaire et sur le nombre d'heures ou sur un éventuel forfait. Donc vraiment, la lettre de mission, ça paraît être du formalisme. En réalité, elle est extrêmement protectrice pour vous. Et j'insiste sur un point aussi, c'est qu'il faut savoir la faire évoluer. Si vous passez d'une mission de tenue à une mission de présentation, il faut absolument rédiger soit un avenant, soit une nouvelle lettre de mission. Je le dis parce que dans une affaire qui est soumise là de détournement de fonds assez importante, où les commissaires aux comptes, les experts comptables, les banques sont mis en cause, on avait au départ une lettre de mission sur une tenue, et on est passé, lorsque le directeur comptable et financier a été recruté, et c'est lui qui avait ensuite commis les malversations, on est passé sur une mission de présentation, mais sans le matérialiser autrement que par un échange d'emails. Bon, je pense que ça suffira, mais on aurait préféré un avenant à la lettre de mission ou une nouvelle lettre de mission. Et puis faites attention aussi au tableau de répartition des tâches. Certains de vos confrères me disent non, mais là on avait mis la case au début, mais après on s'est dit avec le client que c'est lui qui le ferait et pas moi. Bon, une fois devant le juge, tout ça se retourne contre vous. J'ajouterais une chose, c'est que si vous ne faites pas des lettres de mission tous les ans, parce que vous estimez que la mission n'a pas beaucoup évolué, faites quand même un avenant sur les honoraires, parce que eux, généralement, ils évoluent. Ou ils peuvent évoluer. On fait un avenant juste sur les honoraires. Hein. Et puis, je vais notre idée en tête. Oui, le juge va regarder l'aide de mission pour savoir quelle était l'étendue de la mission. Je dirais également que l'assureur va faire pareil. Hein. Lorsque l'on est recherché en responsabilité, la première des choses qu'il demande, c'est la lettre de mise en responsabilité et deuxièmement, la lettre de mission pour voir quelle était notre mission, savoir si notre responsabilité peut vraiment être recherchée. Et donc assurée. Alors, on a une question en ligne. Quid de la révision du prix via un mail ou un compte rendu annuel? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça rentre dans le commencement de preuve? C'est mieux que rien, je dirais, mais ce n'est pas synalagmatique. J'envoie un mail, si on ne me répond pas, OK, je ne suis pas certain que le client ait accepté les prix. Il faudra au moins que le client me réponde par retour de courriel qu'il est d'accord sur l'évolution des prix. Auquel cas, je pense que ça vaut accorder partie. Hein. Il faut qu'il y ait un échange. Bon, là, on l'a dit, la faute, elle est appréciée. La faute de l'expert comptable est appréciée à l'aune de la mission, puisque on vient de dire, et au regard du comportement d'un professionnel normalement diligent et prudent. Et le professionnel normalement diligent et prudent, c'est celui qui respecte ses obligations telles qu'elles sont prescrites par les textes législatifs et réglementaires et par les normes professionnelles qui ont également valeur réglementaire. Alors, c'est ce que je disais. Donc là, c'est présenté un petit peu différemment. C'est pas tout à fait les mêmes termes. Compétence, conscience, indépendance, c'est SIC. Hein. Science, indépendance, conscience. Hein. Ça résume très, très bien le code de déontologie, hein, franchement. Quasiment tout se rattache à ça, hormis le secret professionnel, on peut dire. Et donc, c'est le cabinet qui est engagé sur ces obligations-là. Et donc, c'est à vous, à nous, de mettre en sorte en forme un process qui nous permette de nous assurer que la mission qui va sortir, que ce soit moi qui la signe ou quelqu'un d'autre, elle respecte bien les obligations auxquelles on s'était engagé, hein, de science, d'indépendance et de conscience. Donc les collaborateurs, il faut s'assurer qu'en fait, ils ont eux-mêmes la science. Je vais simplement revenir sur les honoraires, parce qu'effectivement, il y a pas mal de questions qui surviennent. Donc, si le client paye la facture avec le nouveau prix ou si le client a payé la note d'honoraire au nouveau tarif, peut-on considérer qu'il a donné son accord
Il y a effectivement le principe de l'acceptation du principe ou du montant. Si le client a payé la facture, on peut légitimement estimer qu'il est d'accord sur la tarification. Est-ce que ça ne dépend pas de la nature du client? Un professionnel, un particulier, déjà. Oui, je pense que ça peut avoir une incidence. Moi, c'est sûr que si un client professionnel paye des factures sur une longue période, disons sur une période de 6 mois, 1 an, il va avoir du mal ensuite à dire que c'était par erreur et qu'il n'avait pas été attentif au montant. Mais moi, je ferais valoir cet argument si la situation m'était présentée comme ça et qu'il fallait réclamer des honoraires en justice. Mais si je suis consulté en amont pour savoir si c'est suffisant ou pas, je dirais que non. Il est préférable d'obtenir au moins un accord du client par l'échange d'emails qu'on mentionnait tout à l'heure. Et pour les particuliers? Pour les particuliers, la même chose, hein, c'est-à-dire qu'il faut. L'idéal, c'est un avenant à la lettre de mission. Et un mode dégradé d'accord, c'est l'échange d'emails. Alors j'ai une question assez intéressante entre le devis et la lettre de mission. Est-ce qu'un devis signé sans lettre de mission a une valeur légale? En fait, le juge, il va se demander s'il y a eu accord des parties, si un contrat s'est formé entre les parties. Et le contrat, il peut se former de diverses manières. Il peut d'ailleurs se former oralement. Le problème, c'est qu'ensuite, on a un problème de preuve. Donc, s'il y a un devis qui fait clairement apparaître le montant des honoraires, ou tout au moins le mode de calcul des honoraires, et que ce devis est signé et accepté par le client, oui. Mais compte tenu de ce qu'on vient de dire sur la lettre de mission, ça serait dommage de se... Oui, alors ça serait un devis qui viendrait actualiser une lettre de mission. Si c'est dans cet ordre-là, oui, pourquoi pas. Et à condition qu'il ne soit pas contesté après. Parce qu'on peut accepter un devis et après coup revenir sur les termes du devis. Il faut être sûr que ça n'a pas été contesté. Alors, s'agissant du devoir de conseil, le devoir de conseil d'un expert comptable, c'est l'une des raisons principales pour laquelle la responsabilité d'un expert comptable peut être engagée. On a l'article 155 du Code de déontologie, donc issu du décret du 30 mars 2012, qui est dans sa rédaction assez large et qui indique « Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les experts comptables sont tenus vis-à-vis de leurs clients ou adhérents à un devoir d'information et de conseil ». Alors, le devoir d'information et de conseil d'un expert comptable, au niveau de la jurisprudence, se présente de 4 manières différentes. L'obligation d'information, l'obligation de mise en garde, l'obligation donc d'alerter le client, d'exiger, et donc, in fine, de refuser si le client ne respecte pas ce que l'expert comptable préconise, recommande, alerte, et donc, in fine, permettrait à l'expert comptable de dénoncer la mission. On a 2 exemples, notamment qu'on vous a indiqués, qui justement délimitent le devoir de conseil d'un expert comptable. D'une part, les compétences personnelles d'un expert comptable ne déchargent pas ce dernier de son obligation de conseil et de mise en garde. Du client. Oui. Les compétences personnelles du client ne décharge pas l'expert comptable de son obligation de conseil et de mise en garde. Donc, c'est l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mars 2020. Et deuxièmement, le devoir de conseil va au-delà des strictes limites de la mission confiée à l'expert comptable, donc dépasse le domaine comptable pour s'étendre aux disciplines voisines, donc juridique, fiscale et gestion. Donc, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2009. Je voudrais faire une précision sur cet arrêt pour que vous perceviez mieux de quelle manière le devoir de conseil s'étend au-delà de ce qui est prévu dans la lettre de mission. C'est-à-dire que dans cette affaire, une SCI avait fait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir pas déclaré la TVA sur la marge bénéficiaire dégagée lors de ventes immobilières. Et l'expert comptable faisait valoir devant le juge qu'il n'avait été chargé que d'une mission de contrôle et de présentation des comptes et que dans ce cadre, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée. Mais la Cour d'appel et la Cour de cassation ont jugé que les obligations contractuelles de l'expert comptable sur le contrôle et la validation des comptes lui imposaient de s'informer sur les incidences fiscales de ses ventes et d'attirer l'attention de son client sur les risques afférents à l'absence de déclaration de TVA.
Et le deuxième exemple, également en 2009, c'est un expert comptable qui avait été assigné en réparation du préjudice qui avait été causé par l'irrégularité du contrat de travail. Et l'expert comptable avait fait valoir, et il avait convaincu les premiers juges, en première instance et en appel, il avait fait valoir que lui n'était chargé que des bulletins de paie et des déclarations sociales, et que donc il n'avait pas à s'intéresser au contenu du contrat de travail. Et la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en jugeant, je la cite, l'expert comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions législatives et réglementaires. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2009. Autrement dit, puisque l'expert comptable, lorsqu'il doit pour réaliser les bulletins de paie et les déclarations sociales, il doit nécessairement regarder le contrat de travail. Mais comme il regarde nécessairement le contrat de travail, eh bien, s'il décèle quelque chose, il doit attirer l'attention de son client, alors qu'on peut avoir tendance à considérer qu'on va juste chercher dans le contrat de travail telle ou telle donnée qui nous sont nécessaires pour établir les bulletins de paie. Ça va assez loin, mais c'est voilà. Si vous permettez, je résumerai comme ça. La première des choses à avoir en tête, c'est que les missions d'établissement des payes ou de comptabilité, ce ne sont jamais que des missions de traduction d'événements juridiques. Donc, il faut s'assurer que l'événement juridique qu'on va traduire est bien traduisible, est bien traduit, première des choses. Et deuxièmement, on pourrait se dire que dans la deuxième affaire de 2009, celle sur la TVA, le confrère n'avait fait que traduire les opérations de la société. Oui, mais ce faisant, il présentait des comptes qui n'étaient pas réellement réels, sincères, puisqu'en fait, il manquait quelque chose, c'était une TVA collectée. Donc, enfin, j'imagine qu'il devait y avoir un bénéfice trop important eu égard à celui qui devait être. Donc, il y a ces deux éléments-là. Mais pour autant, on peut dire qu'on ne peut pas être saisi d'une responsabilité qui n'a aucun rapport avec notre mission. Oui, tout à fait. Alors, dès lors que le manquement au devoir de conseil, vraiment, c'est trop éloigné de la mission, alors effectivement, la responsabilité de l'expert comptable n'est pas engagée. Et de même, on ne peut pas engager, on doit tenir compte de l'interdiction de s'immiscer dans la gestion. Et la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt récent du mois de février 2024, elle a rappelé qu'il n'appartenait pas à l'expert comptable d'attirer l'attention de son client sur l'importance de l'encours client ou sur les relances nécessaires qu'il fallait faire. Ça, c'est la gestion, c'est le problème du chef d'entreprise et de sa gestion. De même, l'octroi, et ça c'est un arrêt de la Cour d'appel de Caen, 25 janvier 2024, l'octroi d'une prime exceptionnelle à un salarié relève du pouvoir de gestion du dirigeant et l'expert comptable n'a pas à formuler d'observation dès lors que la prime est conforme aux obligations réglementaires et législatives. Il y avait une question ? Dans l'hypothèse où l'expert comptable sous-traite la partie paye avec un autre prestataire et que le client contracte avec le prestataire pour la partie paye, est-ce que sa responsabilité peut être engagée s'il y a des anomalies sur la partie paye sociale ? Je répète la question pour ceux qui sont à distance. Lorsque l'expert comptable sous-traite la mission paye à un prestataire et que l'erreur est commise par le prestataire qui fait les payes, est-ce que la responsabilité de l'expert comptable qui lui comptabilise les bulletins de paye, si je vous suis bien, peut être engagée ? Franchement, je ne vois pas comment elle pourrait être engagée sur l'établissement du bulletin de paye, sauf si l'entreprise est sous-traitante de l'expert comptable. Auquel cas, la responsabilité, c'est celle de l'expert comptable. Exactement. Mais dans le cas de figure que vous visez, il n'y a pas de sous-traitance dans la mesure où j'ai compris que pour les bulletins de paie, le client contractait directement avec l'autre entreprise. Voilà. Dans ce cas-là, non. Voilà. Il y a deux contrats distincts. Moi, je ne suis pas partie prenante au contrat, je ne suis pas mis en responsabilité. Mais si je contracte avec le client que je sous-traite, le client me recherchera en responsabilité, à charge pour moi de me retourner contre le prestataire qui aura fait un travail pas conforme à ce qu'on pouvait attendre. Mais dans tout ça, dans la partie responsabilité, enfin, devoir d'information, il y a quand même le devoir d'information qui est quand même relativement large. Je donne un exemple. Vous avez vu, peut-être pas, qu'il y a un rescrit qui est sorti dernièrement. L'administration fiscale a sorti un rescrit sur la TVA liée aux avantages en nature véhicules. Typiquement, ça c'est une obligation, me semble-t-il, qui relève de l'obligation d'information que l'on doit faire à tous nos clients qui ont des véhicules pour lesquels on comptabilise des avantages en nature.
savoir ils entrent ou non dans le champ d'application du rescrit. Ne pas le faire, c'est potentiellement engager sa responsabilité. Donc effectivement, sur l'obligation d'information, comme Vital l'a bien expliqué, voilà, c'est informer le client des obligations le concernant, des avantages fiscaux ou autres dont il peut bénéficier et des conséquences des opérations ou décisions projetées. On vous a mis également 2 autres décisions de cour d'appel de Toulouse. Donc la première, manque à son devoir de conseil, l'expert comptable chargé des déclarations fiscales personnelles qui n'a pas informé son client des conditions à remplir pour bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire et des risques encourus en cas de contrôle fiscal. La deuxième, là pour le coup, pour une amélioration légère de rémunération annuelle pour permettre aux clients de bénéficier de la retraite un peu plus tôt. Voilà, l'expert comptable qui n'a pas conseillé à son client d'augmenter sa rémunération annuelle pour lui permettre de valider 4 trimestres requis et pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein à partir d'une certaine date. Là, la responsabilité peut être engagée. Tu veux rebondir ? Ça, c'est très dur, hein, je trouve, comme décision. Honnêtement, je trouve ça particulièrement dur, quoi. Donc, c'est le professionnel non seulement de la comptabilité, mais également du droit et des... vocabulaire technique avec lequel l'expert comptable, c'est le sachant. Donc, pour ceux qui sont à l'extérieur, madame se plaint de ce que les textes sont écrits dans un français, je résume, hein, qui est trop administratif et pas suffisamment... Enfin, les dictionnaires. Là, comme ça, le Robert. Voilà, bon, ouais. Mais là, on est quand même sur des questions qui ne sont pas nécessairement des questions de français, qui sont des questions techniques. D'accord ? Là, ça nécessite de connaître le régime de la retraite et d'être capable de calculer les points que pourra avoir le client. Enfin, je trouve que la décision est particulièrement dure. Et un autre exemple aussi qu'on appelle le Poitiers, 26 mars 2024, et l'expert comptable a été condamné parce qu'il avait omis de signaler à son client que la quasi-absence de revenus en sa qualité de gérant lui ouvrait le droit à bénéficier d'une dispense ou d'une réduction de ses cotisations auprès de la Caisse de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales. Donc il faut être attentif à tout. Ou de même, l'expert comptable qui est en charge des bulletins de paie et des déclarations sociales et qui est informé de la nomination aux fonctions de directeur général doit conseiller à la société de ne pas verser indûment des cotisations chômage parce que les conditions du cumul entre le mandat social et le contrat de travail ne sont pas remplies. Alors, autre obligation dans le cadre de l'obligation de conseil et d'information, donc l'obligation de mise en garde. Cette obligation qui incombe à l'expert comptable de mettre en garde son client contre les risques qui peuvent découler d'insuffisances ou d'anomalies constatées. Une nouvelle fois, on vous a mis donc 2 décisions parmi énormément d'autres. La première de la Cour d'appel de Versailles sur la responsabilité d'un expert comptable chargé par son client de l'accompagner dans cette démarche tendant à l'obtention d'un CIR. Alors, il n'est pas expert dans cette mission, il est simplement chargé de l'accompagner et pourtant l'expert comptable n'avait émis aucune réserve sur l'éligibilité des travaux de recherche au CIR, il n'avait pas attiré l'attention du client sur les vérifications à opérer et sur les risques encourus en cas de rejet des demandes et donc là, la responsabilité de l'expert comptable a été engagée.
une décision à l'inverse, donc de la Cour d'appel de Nîmes de 2020. Cette fois, l'expert comptable avait rempli son devoir de conseil en adressant à son client une note dans laquelle il rappelait les principales irrégularités relevées ultérieurement par l'administration fiscale. Le but de cette décision de la Cour d'appel de Nîmes, c'est vraiment également d'indiquer que la preuve du devoir de conseil pour un expert comptable passe par l'écrit. Plus vous avez d'écrits, plus vous êtes protégé pour démontrer que vous avez eu un rôle actif dans la réalisation de votre devoir de conseil. L'écrit peut passer par les mails, il peut passer par les notes de synthèse, les courriers recommandés, les mises en demeure. Voilà. Plus vous multipliez les écrits, plus vous pourrez démontrer si le client, de bonne ou de mauvaise foi, engage votre responsabilité, que vous avez satisfait à cette obligation de conseil, d'information, de mise en garde, et éventuellement vous exonérez de votre responsabilité par justement toutes ces preuves que vous apportez. Et sur la mise en garde, je voudrais revenir sur deux sujets qui reviennent souvent, soit en contentieux, soit lorsque certains de vos confrères m'interrogent. Le premier, c'est le problème de la TVA collectée mais non reversée, pour différentes raisons. La première étant les difficultés de trésorerie. Et souvent, le client me dit, donc l'expert comptable me dit, oui, mais la TVA a été comptabilisée là où elle devait l'être, au passif, en TVA, dans un compte de TVA à verser ou TVA collectée non versée. Mais j'ai trouvé des décisions qui ont jugé que ça n'était pas suffisant et que l'expert comptable devait aller au-delà et informer son client du risque créé par ce décalage de TVA. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les dépenses personnelles qui sont comptabilisées indûment dans les comptes de la société. Notamment, il a été jugé que commettait une faute l'expert comptable qui enregistre en comptabilité des dépenses personnelles sans créer de compte courant d'associé et sans signaler aux dirigeants le risque créé par cette situation. Cour d'appel de Toulouse de juillet 2020. Et se pose également la question du compte courant débiteur. Alors, contrairement à l'expert comptable, contrairement au commissaire aux comptes, l'expert comptable n'a pas une obligation de révélation des faits délictueux. On pourrait même dire qu'il violerait son secret professionnel s'il révélait, mais il doit au moins attirer l'attention de son client sur les conséquences d'un compte courant débiteur, même si l'expert comptable me dit toujours « non, mais il le savait, c'est un professionnel » ou alors « je lui ai dit par oral ». Bon, voilà, ça ne suffit pas, on doit alerter son client, même pour des choses qui vous paraissent évidentes. Alors, on a une question par rapport justement à cette obligation de conseil et de mise en garde. Dans une mission de présentation, pourrait-on voir notre responsabilité engagée sur des clauses particulières des statuts de société erronés, statuts rédigés par un tiers ou par le client lui-même? Alors, sur ce point, on a une décision donc de novembre 2024 qui était sur une mission sociale, donc de réalisation des bulletins de paye. Et la responsabilité de l'expert comptable a été engagée parce que, donc, comme Maître Robert l'indiquait, la réalisation des bulletins de paye se fait sur le fondement des contrats de travail. Et il avait été indiqué que l'expert comptable était aussi responsable des contrats de travail, quand bien même il ne les avait pas rédigés lui-même, et donc qui avait été rédigé par un tiers ou l'expert comptable prédécesseur. Donc voilà, ça peut répondre également à cette question-là. Moi, je dirais que dès lors qu'on est saisi d'un problème, on le dit. Il y a deux choses. C'est que je ne me suis pas aperçu qu'il y avait un souci. J'étais pas bon. Pas compétent sur la matière. Bon, je peux être mis en responsabilité parce que j'étais pas bon. Ça arrive dans dans le métier. Mais lorsque je m'aperçois de quelque chose, un minima, je le dis. Je dis que les statuts ne sont pas conformes ou qu'il y a un problème. Voilà. Peut-être même que je pourrais en tirer une mission. Donc effectivement, sur la preuve du devoir de conseil, comme on l'avait dit au tout début, donc il incombe au client de démontrer que l'expert comptable a méconnu son obligation de conseil d'information et que cette dernière entrait dans le champ du devoir de conseil de l'expert comptable. Il incombe ensuite à l'expert comptable dont la responsabilité est engagée de démontrer qu'il a rempli son devoir de conseil. Et donc, comment en pratique? Avec la documentation qui découle de toute la réalisation de la mission par l'expert comptable. Voilà, qui permet à l'expert comptable de se dégager de sa responsabilité. Et ça j'insiste parce que c'est vraiment la principale, c'est notre point faible
comme avocat des experts comptables, c'est notre point faible en cas de contentieux, c'est pouvoir rapporter la preuve du devoir de conseil. C'est-à-dire que l'expert comptable aura pu agir parfaitement, il aura pu parfaitement exercer son devoir de conseil. S'il n'arrive pas à en rapporter la preuve, c'est comme s'il n'avait rien fait. C'est très frustrant, mais il faut s'en donner la peine. Et comme le disait Thomas Bidou tout à l'heure, s'en donner la peine, ça n'est pas forcément écrire une lettre recommandée à chaque fois qu'on décèle quelque chose. Ça peut être un email, ça peut être un compte-rendu de réunion de synthèse qu'on envoie au client. Voilà, ça peut être 3 lignes. Je vous rappelle que l'existence d'un compte courant débiteur constitue une infraction pénale et qu'elle vous expose à certains risques fiscaux. Je pense qu'il y a moyen de le faire sans altérer la relation de confiance qui unit l'expert comptable à son client, parce que c'est la principale objection qui m'est opposée. Je pense qu'on peut trouver quelque chose entre la lettre recommandée et le rien. D'ailleurs, c'est amusant parce que bon, quand je me retourne et que je vois ce qui se passait au début quand j'ai commencé à travailler, les personnes, j'étais dans des cabinets très sérieux, me disaient on n'écrit pas, si on écrit, on s'engage. Et on voit comment ça a évolué en disant bon, maintenant on écrit tout parce que sinon on est engagé. Ça a vraiment, vraiment évolué. Mais avant, on était peu recherché en responsabilité. Le devoir de conseil de l'expert comptable, donc il a pour corollaire le devoir de coopération du client. C'est un devoir que parfois les experts comptables oublient, que les clients oublient aussi très souvent. Le client doit transmettre à l'expert comptable l'ensemble des éléments qui doivent permettre ensuite à l'expert comptable de réaliser sa mission. Souvent, on a des problématiques entre clients et experts comptables au niveau de l'ordre, au niveau de la commission de résolution des litiges, avec une rupture de communication entre les deux. Et l'une des parties, l'expert comptable, qui nous indique le client ne m'envoie aucun document. Et quand on interroge l'expert comptable en lui demandant est-ce que vous avez relancé le client, parfois il nous arrive d'avoir des réponses par la négative. Alors que malheureusement, les juridictions indiquent que l'expert comptable doit relancer, mettre en demeure le client, de lui transmettre les informations lui permettant in fine de réaliser sa mission. Donc c'est le devoir de coopération du client, c'est de transmettre à l'expert comptable l'ensemble des éléments permettant à l'expert comptable de réaliser sa mission. Par rapport au devoir de conseil, souvent on indique que l'expert comptable donc, a une obligation de mise en garde et d'alerter le client sur les anomalies qu'il détecte. Les anomalies qu'il détecte, c'est également parfois quand il a des comptes avec des chiffres assez importants, mais sans justificatif. Mais dans ces cas-là, nous, on ne peut que recommander à l'expert comptable de faire relancer le client pour qu'il lui apporte les justificatifs lui permettant in fine de réaliser sa mission. Et ça, donc, ça rentre dans le devoir de coopération du client, qui est également indiqué dans la lettre de mission. Il y a un point d'ailleurs sur lequel il est particulièrement important, parce que lorsque le client ne vous a pas dit, par exemple, n'a pas porté à votre connaissance une cession immobilière, il ne pourra pas vous être fait reproche de ne pas avoir intégré la plus-value dans sa déclaration de revenus personnels. Ça, c'est évident, parce que vous n'aviez pas connaissance de l'information. Mais le problème, il se pose plus lorsque l'expert comptable sait que les informations existent et que le client ne les transmet pas. C'est-à-dire, et en premier lieu, pour la déclaration fiscale dans les délais. Bien sûr, vous êtes tributaire de votre client et vous ne pouvez pas établir une déclaration de revenus si le client ne vous transmet pas les pièces. Et ça m'est dit très souvent par vos confrères. Mais il est très important de relancer suffisamment à l'avance votre client. Non seulement de le relancer en énumérant précisément les pièces qui vous sont nécessaires, ça c'est le premier point, et deuxième point, en attirant son attention sur les conséquences de la non-transmission de ces pièces. C'est-à-dire que si vous ne me transmettez pas les pièces avant telle date, je ne serai pas en mesure de respecter le délai de dépôt des déclarations fiscales, ce qui entraînera pour vous telle conséquence. Et c'est si ces conditions sont remplies qu'on pourra se prévaloir du devoir de coopération dont parlait Thomas Bidou en disant « moi j'ai tout fait, j'ai mis la balle dans le camp de mon client et mon client qui était parfaitement informé de l'importance de cette transmission et des conséquences de la non-transmission s'est montré défaillant. »
Mais on peut pas se contenter, l'expert comptable ne peut pas se contenter d'attendre les pièces et dire a posteriori « Ah, mais j'ai pas déclaré, j'ai pas pu respecter le délai puisque le client ne m'a pas transmis les pièces. » Ça, c'est une défense qui ne marche pas, ou très difficilement. Et in fine, l'absence par le client donc du respect du devoir de coopération peut permettre également à l'expert comptable de dénoncer sa mission. Si on est dans une situation répétitive où le client ne transmet jamais les documents ou les transmet en retard et donc in fine désorganise le cabinet en interne et sa gestion, l'expert comptable peut, donc, sur le fondement de l'article 156 du Code de déontologie, dénoncer sa mission parce que le client a manqué à son devoir de coopération. Voilà, c'est une possibilité. Oui, ça c'est un principe général, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être le conseil de deux parties. Hein, c'est ça, quoi. Donc, quand on est rédacteur d'acte, on est le rédacteur d'une partie et on doit conseiller l'autre partie de prendre son propre conseil. Sinon, notre responsabilité peut être engagée par la partie qui estimera avoir été lésée parce qu'elle n'a pas eu le conseil qui pouvait lui permettre de défendre ses propres intérêts. Mais ça, c'est quelque chose dont les experts comptables et même parfois les avocats ne sont pas conscients. C'est-à-dire que l'expert comptable qui agit comme l'avocat, qui agit comme rédacteur unique d'acte, il doit informer les deux parties et non pas seulement son client des effets et des conséquences de l'opération ou de l'acte projeté. Et cet arrêt, il avait été rendu, cet arrêt très récent, qui a un peu plus d'1 an, il avait été rendu dans une affaire où l'expert comptable avait été chargé par une société d'établir un acte de cession de part. Et après la cession de part, le prix s'était révélé excessif au regard d'une précédente transaction et au regard du montant de dette de la société cédée. Et c'est l'acquéreur qui avait engagé la responsabilité, l'acquéreur qui n'avait pas été mandaté par l'expert comptable, qui avait engagé la responsabilité de l'expert comptable en lui reprochant de ne pas avoir attiré son attention sur le caractère excessif du prix et sur le surendettement de la société. Et c'est à cette occasion que la Cour de cassation a rappelé que celui qui agit comme rédacteur unique doit informer et éclairer les deux parties, et pas seulement son client, sur les effets et la portée de l'opération. Donc effectivement, comme l'a dit Vital Chamard, si vous êtes amené à vous trouver dans cette situation, parce que il vaut mieux l'éviter, soit en refusant un dossier, soit en essayant de convaincre l'autre partie de faire appel à un avocat, ne serait-ce que pour revoir l'acte que vous avez rédigé. Au moins là, vous perdrez votre qualité de rédacteur unique. Parce que sinon, l'expert comptable qui s'était trouvé dans la situation jugée par la Cour de cassation, il avait le choix entre deux écueils. Soit il n'informait pas l'acquéreur, et là, il voyait sa responsabilité mise en cause, soit il informait l'acquéreur, et il avait des risques de faire échouer l'opération, ce qui n'était pas conforme aux intérêts de son client, qui était le cédant. Donc, travaillons pour une personne, pour une partie. Les mises en cause liées à des malversations. Oui, alors les détournements, c'est une cause assez fréquente. Enfin, ce n'est pas la plus fréquente de mise en cause, mais par contre, lorsque ça arrive, ce sont des sinistres importants en termes de montant. Et la jurisprudence le rappelle, en dernier lieu, la Cour d'appel de Versailles de juillet 2024, elle rappelle que dans ce domaine, encore plus que dans un autre, l'absence, l'expert comptable n'est tenu qu'à une obligation de moyens, et ce n'est pas parce qu'il n'a pas découvert les détournements que sa responsabilité est automatiquement engagée. Il faut encore prouver qu'il n'a pas mis en œuvre les diligences nécessaires, puisqu'il n'est tenu que d'attester, que de délivrer une attestation sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. Oui, on ne vérifie pas le contrôle interne quand on fait une mission de présentation. C'est la grande différence avec la mission de certification du commissaire aux comptes. Oui, et pour autant, c'est vrai que la norme le dit, la norme 2300 le dit expressément, et pour autant, on trouve certains arrêts isolés, certes, mais qui
parfois en faisant la confusion avec le commissaire aux comptes, qui retiennent le fait que l'expert comptable n'a pas attiré l'attention de son client sur le cumul de fonctions, parce qu'il y a une constante dans les affaires de détournement, c'est qu'en général, ils ont été rendus possibles par un cumul de fonctions entre les mains du comptable unique. Et il y a un arrêt intéressant de la Cour d'appel de la Cour de cassation de 2009, où, suite à des détournements, la société victime des détournements avait assigné à la fois l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Et pour justifier le rejet de la demande, la Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, avait relevé que dès la fin de l'exercice 2001, la société avait été invitée par son commissaire et par son expert comptable à mettre en place un certain nombre de contrôles sur les pouvoirs accordés aux comptables salariés. Et ce contrôle n'avait commencé à être exercé qu'à compter du premier trimestre 2004. Et l'arrêt a retenu que la société avait commis une faute en l'absence de laquelle les détournements auraient pu être évités. Et la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel d'avoir jugé que la cause exclusive des détournements, elle trouvait son origine dans le manquement, dans la défaillance de contrôle interne imputable à la société. Mais elle a jugé ainsi parce que tant l'expert comptable que le commissaire aux comptes avaient attiré l'attention de la société sur ce cumul de fonctions. Mais encore faut-il ensuite, et ça c'est un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2011 qui l'a mis en lumière, encore faut-il ensuite suivre les préconisations qu'on a fait une année. C'est-à-dire que la Cour d'appel de Bordeaux avait statué dans une affaire où l'expert comptable et le commissaire aux comptes avaient fait des préconisations, mais ensuite elle a relevé que M. N, c'était l'expert comptable, a laissé passer un trop long délai entre novembre 1993 et janvier 1996 avant de vérifier la mise en place de la procédure préconisée par ses soins et de souligner le caractère dangereux du cumul des fonctions de Mme F. Voilà. Donc c'est vrai que moi, dans l'affaire dont je parlais tout à l'heure, je me souviens avoir cherché dans la NEP 2300 et d'avoir trouvé que l'expert comptable, contrairement au commissaire aux comptes, n'a pas à analyser le contrôle interne. C'est la différence. Oui. Mais pour autant, et donc je le fais valoir, mais pour autant, quand ça a été fait, je suis encore plus à l'aise dans mes fonctions de défenseur de l'expert comptable. Mais peut-être que dans les affaires que vous citez, vos confrères n'avaient pas mis en avant ce point-là. Donc laissez peut-être c'est possible. Non, mais c'est possible également. Les juges ne sont pas infaillibles. Les juges ne sont pas infaillibles. Et c'est-à-dire que effectivement, l'expert comptable, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, lui, doit analyser le contrôle interne parce que de son analyse va dépendre la nature des contrôles substantifs ou de procédures qu'il va mettre en œuvre. Alors que l'expert comptable, lui, n'a pas cette obligation, mais certains juges ont quand même considéré que dès lors qu'ils constataient une concentration des pouvoirs potentiellement dangereuse, il leur appartenait de... Bon, voilà. On verra comment, je vous raconterai le cas échéant, comment s'est terminée mon affaire. Et le problème, c'est que lui, il ne le constate pas forcément, l'expert comptable. Suivant la mission qu'il a, il peut ne pas le constater. Et donc, il ne doit pas le chercher, alors que le commissaire aux comptes doit le chercher. C'est un peu la différence. Sur les mises en cause dans les contextes de difficultés financières, donc on doit alerter le client lorsque on voit qu'il s'engage, la société s'engage dans des opérations périlleuses qui vont probablement entraîner des résultats inquiétants. Et j'ai en mémoire une affaire assez ancienne, je n'ai pas l'arrêt, honnêtement, mais c'était en fait l'expert comptable était mis en responsabilité parce qu'il n'avait pas prévenu son client que les résultats baissant, la société aurait des difficultés pour rembourser les emprunts qui avaient été souscrits. Devoir d'alerte. Devoir d'alerte sur le fait qu'on va avoir des problèmes de fonds de roulement, de besoin de fonds de roulement et de trésorerie. C'est allé un peu loin, effectivement. Il y a eu un colloque le 11 mars 2025 organisé au tribunal de commerce de Paris, dans lequel je faisais partie d'une des tables rondes. Et effectivement, le thème, c'était le devoir d'alerte, la comparaison entre l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Et c'est vrai que l'expert comptable n'a pas de devoir d'alerte légal comme le commissaire aux comptes. Et voilà, globalement, la jurisprudence ne lui fait pas obligation d'attirer l'attention de son client sur les difficultés financières et sur la nécessité d'y remédier. Et d'ailleurs, l'expert comptable n'a pas à donner les moyens, n'a pas à donner à son client, n'a pas à lui préciser les moyens qu'il juge opportuns pour redresser la situation de l'entreprise, parce que ça relève du pouvoir de gestion des dirigeants. Pour autant,
Là où quand même il doit intervenir, c'est s'il constate que l'entreprise est en cessation des paiements. Parce que là, ça fait partie de son devoir de conseil, lui indiquer qu'il doit déposer le bilan dans un délai de 45 jours. Et ça, on arrive dans le devoir de conseil. C'était ça, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de confrères ont eu cette réflexion de la part de clients. Mais comment vous faites les comptes? Vous sortez des bénéfices alors qu'on n'a pas de trésorerie. Bah ouais, parce que la trésorerie elle est dans les stocks ou dans les créances de clients ou bah voilà. Donc c'est là qu'il faut alerter le client pour dire mais vous allez dans une situation où la société est bénéficiaire, mais vous allez avoir des problèmes de trésorerie. C'était ça hein, le cas. Alors effectivement, parce qu'effectivement, dès lors qu'on se trouve en cessation de paiement, le dirigeant est dans l'obligation de déposer le bilan dans un délai de 45 jours. Et ça fait partie des informations de nature légale que l'expert comptable doit donner à son client en vertu de son devoir de conseil. Maintenant, est-ce qu'il doit lui-même préconiser des mesures de redressement? Non, il ne doit pas lui dire il faut baisser les charges de personnel dans tel secteur ou il faut privilégier tel produit parce que d'abord, ça n'entre pas dans sa mission et puis ensuite, il se mettrait en risque en préconisant telle ou telle mesure qui ensuite pourrait se révéler défaillante. Je dirais que pour simplifier, chacun son métier. Le dirigeant gère sa société, l'expert comptable a déjà suffisamment à faire avec l'ensemble de ses missions. D'ailleurs, vous dites le client gère son entreprise. Je dirais aussi que le client, parce qu'on l'oublie un peu, arrête les comptes. Ce n'est pas l'expert comptable qui les arrête, les comptes. Hein. Il fait une proposition de compte, d'accord? Ça, c'est peut-être pas suffisamment mis en avant, que c'est quand même le dirigeant qui doit arrêter les comptes de l'entreprise. C'est vrai, ce que rappellent d'ailleurs les lettres de mission, le modèle de lettres de mission. Alors la caractérisation du préjudice, là on arrive dans des choses plus juridiques qui ne sont pas de votre ressort, mais qui vous permettent de montrer comment le juge va apprécier la situation et quel est le risque encouru par vous et par l'assureur. Le juge, il va comparer la situation actuelle du demandeur, la victime, et la situation qui aurait été la sienne en l'absence de faute. Et puisque, j'ai rappelé entre guillemets un attendu de la Cour de cassation. Alors, en matière fiscale, il y a un grand principe, c'est que que l'impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice réparable. Si l'expert comptable a dans sa déclaration mis des charges déductibles alors qu'elles ne l'étaient pas, ou qu'il a fait bénéfice, opté pour un régime fiscal dérogatoire alors que la société n'en remplissait pas les conditions, le préjudice ne consiste pas dans l'impôt en principal, parce que cet impôt aurait été dû même en l'absence de faute. Et le redressement ne fait que replacer le client dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de faute. Et il en est de même pour les intérêts de retard. La jurisprudence considère que les intérêts de retard ne sont que la contrepartie de l'avantage de trésorerie dont a bénéficié la société en ne s'acquittant pas en temps et en heure de l'impôt dû. Donc la jurisprudence, il y a quelques décisions isolées qui ont jugé le contraire, mais la jurisprudence est relativement bien fixée. Donc le seul préjudice, ce sont les pénalités. Sauf, c'est la dernière phrase, sauf lorsque par sa faute, l'expert comptable a privé son client du bénéfice d'une exonération fiscale ou d'un avantage fiscal. À condition que le demandeur prouve que s'il avait été dûment informé par l'expert comptable, il remplissait les conditions pour bénéficier de cette exonération ou de cet avantage fiscal. Oui, alors ensuite, il y a la notion de perte de chance. Effectivement, souvent, le préjudice s'apprécie en termes de perte de chance, c'est-à-dire qu'il n'est jamais certain que l'expert comptable, même s'il avait correctement effectué ses diligences, aurait découvert les détournements. Il n'est pas non plus certain que même si l'expert comptable avait fait avait établi des comptes réguliers et sincères, l'acquéreur n'aurait pas pris la décision d'acquérir. Mais en tout cas, il y avait une chance de découvrir les détournements et une chance pour l'acquéreur de ne pas acheter une entreprise en difficulté financière. Et c'est cette chance qui a été perdue par la faute de l'expert comptable. C'est comme ça que raisonnent les juridictions. Et une fois qu'elles ont considéré qu'il y avait une chance réelle et sérieuse, elles vont essayer d'apprécier, elles vont essayer de quantifier cette chance qui va dépendre du degré de probabilité de réalisation de l'événement favorable. C'est-à-dire qu'en matière de détournement, par exemple, on va se demander quelle était la chance de découvrir le détournement si l'expert comptable, de la
la même manière, le commissaire aux comptes avait accompli ses diligences. Et on voit que c'est assez pifométrique et donc on aboutit à des estimations forfaitaires, 30%, 50%, 80%, selon l'estimation le plus souvent de l'expert judiciaire qui aura été nommé par le tribunal et ensuite selon l'estimation du tribunal. Tout à l'heure, je parlais d'un arrêt de la Cour d'appel de Pau, je crois, qui reprochait à l'expert comptable de ne pas avoir averti son client que la quasi-absence de revenus lui permettait de bénéficier d'une réduction de ses cotisations sociales. Mais la Cour d'appel de Pau a certes condamné l'expert comptable pour manquement au devoir de conseil, mais dans l'appréciation du préjudice, elle a tenu compte du fait qu'il ne s'agissait que d'une perte de chance, parce qu'elle a dit que même si l'expert comptable avait été informé qu'il pouvait bénéficier en fonction de ses revenus d'une dispense ou d'une réduction de ses cotisations sociales, il aurait pu prendre la décision de continuer à cotiser pour bénéficier d'une retraite complémentaire. Donc on voit que c'est très... Mais pour apprécier cette... voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'ai plaidé à Draguignan et maintenant ça a été jugé. Un expert comptable avait été mis en cause parce qu'il s'était trompé, et ça, c'était pas contesté, il s'était trompé dans l'application de l'article 150 OBPR que vous devez connaître, du CGI, et l'argent, le remploi avait été fait dans une société agricole qui n'était pas soumise à l'IS. Or, c'était l'une des conditions. Et donc, par cette faute, l'expert comptable avait fait tomber le bénéfice du report d'imposition et le client avait été imposé immédiatement. Et j'avais fait valoir, alors non pas qu'il n'avait pas commis de faute parce que c'était impossible, mais qu'en réalité, ce n'était qu'une perte de chance parce que même si l'expert comptable avait correctement effectué son travail, peut-être qu'il ne s'agissait que d'un report d'imposition et que peut-être que le report d'imposition allait expirer pour un certain nombre de raisons, notamment, je ne sais plus en fait, mais j'avais réussi et la juridiction a jugé qu'il y avait eu 30% de perte de chance et donc voilà, personne n'a fait appel et enfin, on a transigé sur cette base parce que ça nous semblait favorable parce que il y a des cas où le report d'imposition, en fait, équivaut presque à une exonération. Ah bah oui. Tellement les cas d'extinction du report sont lointaines. Oui. Mais enfin, voilà, c'est cette notion de perte de chance qui est décisive, notamment en matière de manquement au devoir de conseil, puisque le juge va toujours se demander qu'est-ce qui se serait passé si l'expert comptable avait informé son client. Voilà, on peut passer... Ouais. Ensuite, causalité, bon, alors ça c'est encore plus juridique. On va passer assez rapidement. C'est-à-dire qu'effectivement, l'événement, il est rarement la cause d'un fait unique. En matière de détournement, le détournement, il a été causé d'abord par l'auteur lui-même. Il peut avoir été causé par l'expert comptable, par le commissaire aux comptes, par la banque qui n'a pas éventuellement vérifié la signature ou qui n'a pas été suffisamment vigilante. Et donc, la difficulté pour le tribunal, ça va être de déterminer la part contributive de chacun des co-auteurs au dommage. Et c'est là qu'on arrive à la faute d'un tiers. Je dis, elle ne peut pas être invoquée parce que condamnation solidaire, la jurisprudence considère que chacun des co-auteurs du dommage doit être condamné à le réparer en totalité. C'est-à-dire que si on considère que l'auteur, que l'expert comptable, le commissaire aux comptes, la banque ont été responsables, elles seront condamnées solidairement pour le tout à réparer le préjudice qui a été causé à la société victime des détournements. À charge pour elle ensuite de se retourner l'une contre l'autre en fonction du pourcentage de contribution qu'aura fixé les tribunaux. Alors sur un plan, voilà, c'est d'abord, il y a une justification théorique, c'est que il y a une indivisibilité du lien de causalité. Il est très difficile de déterminer la part contributive de chacun des événements. Et puis il y a aussi un souci de protection de la victime à qui on évite de devoir diviser ses recours entre les différents auteurs. Par contre, sur la faute de la victime, là, c'est un moyen de défense très important parce que l'expert comptable peut l'invoquer pour obtenir une exonération de responsabilité. Et là, on rejoint le devoir de conseil et cet arrêt de mars 2009 que j'avais cité tout à l'heure, dans lequel le commissaire aux comptes et l'expert comptable avaient alerté le dirigeant et avaient préconisé des mesures de contrôle interne.
et où la société et où la juridiction finalement a jugé que les détournements, la perpétuation des détournements, ils trouvaient leur cause exclusive dans la faute de la victime qui n'avait pas mis en œuvre son pouvoir de contrôle sur son personnel salarié. Donc la faute de la victime, elle peut être exonératoire partiellement ou totalement. Et ça, c'est intéressant comme moyen de défense. Alors, juste avant les aspects procéduraux, on nous indique dans le live qu'il y a des petits soucis de son, mais de notre côté, apparemment, c'est totalement bon. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse du coup poursuivre sur les aspects procéduraux. Alors, les aspects procéduraux, c'est important. Et là, on rejoint ce qu'on traitait au début de notre propos, c'est-à-dire la lettre de mission. Parce que la prescription, elle est de 5 ans. De manière générale, elle est de 5 ans et le point de départ, il court à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait dommageable. Et en matière fiscale, la question s'est posée de savoir si ce point de départ de 5 ans, il courait à compter du redressement fiscal ou à compter du jour, à côté de l'issue des recours contre le redressement fiscal. Mais la Cour de cassation a jugé pour cette deuxième option, c'est-à-dire qu'elle considère que le délai de 5 ans, il commence à courir à compter du moment où les recours contre le redressement fiscal ont été définitivement jugés, parce que c'est à cette date, considère-t-elle, que le client a pris définitivement connaissance du fait dommageable et des conséquences de la faute de l'expert comptable. Mais, donc ça, vous ne pouvez rien faire là-dessus. Le délai de prescription, vous pouvez le réduire par la lettre de mission de 5 ans jusqu'à 1 an. Mais ce qui est plus intéressant là-dessus, c'est la clause de forclusion. Et je crois que maintenant, elle fait partie du modèle, enfin, je ne suis pas sûr, mais du modèle délivré par l'ordre. Vous pouvez insérer une clause de forclusion. Alors, ne me demandez pas quelle est la différence entre la clause de forclusion et la clause de prescription, parce que j'ai déjà lu un article de 5 pages là-dessus par un éminent auteur, et je n'ai pas ressorti avec les idées très claires. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est admis que la clause type, elle est écrite en disant que toute demande de dommages et intérêts devra être introduite dans un délai de 3 mois à compter de la connaissance du sinistre par le client. Et ça a été validé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2016 et plus récemment dans un arrêt du 11 octobre 2023. Et c'est très sévère parce que 3 mois, c'est très court. Et la Cour de cassation a jugé que c'était valable, que ça ne contredisait pas l'interdiction de réduire le délai de prescription en deçà d'1 an. Et donc, c'est un argument, c'est un argument massu. Alors, les limites de cet argument, c'est que elle est inapplicable si la clause de forclusion est inapplicable si le client n'a pas signé les conditions générales ou n'a pas signé la lettre de mission disant qu'il a lu et pris connaissance des conditions générales. Donc là, on revient à l'importance de la lettre de mission. Deuxièmement, elle est inopposable en cas de client consommateur ou non professionnel. Mais par contre, avant, elle était inopposable à un tiers, c'est-à-dire si un créancier ou un fournisseur engage votre responsabilité délictuelle, vous ne pouviez pas lui opposer les termes de la lettre de mission que ce tiers n'avait pas signé, mais cette jurisprudence pourrait être remise en cause depuis un arrêt du 3 juillet 2024 de la Cour de cassation. Et j'ai plaidé sur la base de cette jurisprudence à Mulhouse au mois de mars. J'aurai la décision dans la fin du mois de juin. Sur la base de cette décision, on peut plaider que la clause de forclusion est opposable au tiers au contrat qui engage la responsabilité de l'expert comptable en se prévalant d'un manquement de l'expert comptable au contrat. Autrement dit, le créancier qui dit, l'acquéreur par exemple qui dit « j'ai acheté cette entreprise sur la base des comptes qui ont été établis par l'expert comptable. Or, ces comptes sont irréguliers, l'expert comptable a commis une faute, j'engage la responsabilité délictuelle de l'expert comptable sur la base du manquement, en me prévalant de la faute contractuelle. Et bien maintenant, cet arrêt laisse la possibilité de dire « Ok, vous pouvez engager la responsabilité délictuelle de l'expert comptable de la même manière que le client peut engager la responsabilité de l'expert comptable sur un plan contractuel, mais vous êtes soumis aux mêmes conditions et limites, et notamment aux clauses de prescription et aux clauses de forclusion. » Les auteurs ont commenté cette décision en disant qu'elle permettait
de mettre sur un pied d'égalité le client et le tiers au contrat. Parce que sinon, on aboutissait à une situation où le tiers au contrat était placé dans une situation plus favorable que le client parce qu'on ne pouvait pas lui opposer les conditions et limites de la responsabilité. Donc, cette clause de forclusion, elle est très intéressante et je ne saurais trop vous conseiller de l'insérer dans vos lettres de mission. Et puis, vous pouvez aussi insérer une clause limitant le montant de la responsabilité. Alors là, tout est possible. Enfin, tout est possible, non. On peut... Je ne connais pas de jurisprudence à ce sujet. Mais le pire qui puisse arriver, c'est que la clause soit réputée non écrite. Donc, il n'arrivera à rien d'autre. Voilà, la jurisprudence dans d'autres domaines, c'est que le montant, c'est qu'elle ne doit pas, la limitation de responsabilité, qui est deux fois le montant des honoraires, 2 fois le montant des honoraires annuels, ne doit pas rendre sans objet, ne doit pas rendre sans substance l'obligation de l'expert comptable. Elle ne doit pas être dérisoire. Bon, mais là-dessus, vous pouvez l'insérer, mais sans certitude, mais sans risque non plus. Une précision qui ça. Donc, on met dans la lettre de mission une clause donc, de prescription et ensuite une autre clause qui s'appelle forclusion. On ne mélange pas les deux. Ben voilà, le rappel. Alors, si vous deviez retenir 4 choses de cette intervention, délimiter précisément l'étendue de votre mission dans la lettre de mission. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. On a parlé de l'importance de la lettre de mission pour les honoraires et pour la responsabilité, mais également pour l'indemnité de résiliation de 25%, 30% ou 50% parfois. En l'absence de lettre de mission signée, vous ne pourrez pas réclamer l'indemnité de résiliation. Deuxième point, limitez votre responsabilité, notamment par une clause de forclusion ou par une clause limitative de responsabilité. Documentez vos diligences pour mieux vous prémunir en cas d'éventuelle mise en cause. Je dirais, je le dis toujours parce que j'espère que c'est plus marquant. Une diligence non documentée est une diligence inexistante aux yeux du juge. Donc, elle vous place dans la même situation que l'expert comptable qui n'aurait rien fait. Donc, ce n'est pas très satisfaisant. Et puis, 4e point, conservez des preuves écrites de l'exercice de votre devoir de conseil et d'information. Alors, je vais juste rebondir sur une question qui a été posée donc, sur le site. Pour les comptes de campagne, comment est-ce qu'on peut situer la responsabilité d'un expert comptable ? Sachant qu'effectivement, il y a cette déclaration dans les délais, donc une obligation de résultat de respecter donc le dépôt dans les délais pour les comptes de campagne. Alors, je dirais que les comptes de campagne, c'est une mission qui est très particulière. D'accord. Et l'obligation que l'on a de contrôler les éléments qui sont dans la déclaration sont plus importantes que celles que l'on a, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, pour vérifier en fin de compte si une charge est déductible ou pas. On doit chercher et justifier la matérialité de toutes les dépenses qui sont engagées. On dit qu'il a acheté des t-shirts, il faut avoir les t-shirts. On dit qu'il y a eu des affiches, il faut avoir les affiches. Il faut justifier de toute la matérialité. Et si on ne la justifie pas, à mon avis, la responsabilité est engagée. Et puis, pour les délais, donc je comprends qu'en fait, les comptes auraient été déposés en retard. Ça dépendra d'une part de l'aide d'émission, ce qui est prévu dans l'aide d'émission, donc c'est l'obligation de coopération, puis justifier qu'en fait, on a mis en demeure, non pas le candidat, mais son mandataire, d'envoyer les documents qui nous permettent de déposer les comptes dans les dents. Et faites bien attention au fait qu'on doit justifier toute la matérialité. C'est beaucoup plus précis et important que les travaux que l'on fait habituellement, que ce soit en expertise comptable ou en commissariat aux comptes. Et j'ai une seconde question par rapport donc à la limitation de la responsabilité d'un expert comptable. Est-ce qu'il est possible, dans la lettre de mission, d'insérer une clause indiquant que au 10 du mois, par exemple, les éléments comptables doivent être transmis et à défaut, l'expert comptable, la responsabilité de l'expert comptable ne pourra pas être engagée? Non, mais c'est un élément intéressant, effectivement, parce que ça vient matérialiser ça vient documenter le devoir de coopération du client qui existe
indépendamment de cette clause, mais c'est mieux de le. Et d'ailleurs, je crois elle doit figurer peut-être pas de manière aussi précise dans les modèles de Hollande, mais c'est une bonne chose, c'est prudent. C'est prudent de faire ça, ça le rappelle. Ça ne dispense pas ensuite de rappeler les termes de cette lettre de mission au client, mais ça sera un fondement supplémentaire, ça sera un axe de défense supplémentaire. Alors, ce webinaire, donc on a terminé pour l'ensemble de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, aussi bien dans la salle en direct. Donc, ce webinaire s'insère dans une série de 3 webinaires. Donc, il y en avait déjà eu un le 27 mai dernier sur comment anticiper les risques de mise en cause. Donc, le replay est disponible en scannant le QR code. Vous avez également un autre webinaire, donc le 9 juillet prochain, sur la responsabilité pénale, cette fois-ci, donc avec Vital Saint-Marc, peut-être un prochain sur la responsabilité disciplinaire, et maître Maxime Delhomme, donc avocat. Donc là, ce sera l'occasion de parler et de rentrer beaucoup plus en détail sur la responsabilité pénale, qui est l'une des 3 responsabilités d'un expert comptable, donc civil, pénal, disciplinaire. Voilà. Disciplinaire, on le fera avec Augustin, puisqu'on est chacun d'un côté de la table. Voilà. Ça veut dire. Hop. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.